Le petit ASMR. Yeah, c'est bon ça, c'est Ah. bon. Ce sera dans l'intro, t'inquiète pas. Les amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va aborder un thème hyper important, hyper précis. Vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre. On est avec Charles. Charles, bonjour. Plutôt bonsoir. C'est d'ailleurs pour ça que je porte ces petites lunettes anti-lumière bleue. Vous m'en excuserez. Charles, je suis trop content de te retrouver pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler ensemble des croyances limitantes qui peuvent vous bloquer dans vos parcours, dans vos ambitions, dans vos projets, dans vos entreprises, dans vos business. Hem Et je trouve ça hyper important parce que en général, on aborde ça de manière un peu large, sans en comprendre ni les sources, ni les solutions concrètes, applicables. En général, c'est abordé de manière très survolée dans à peu près toutes les émissions. Le but aujourd'hui, c'est peut-être qu'on donne notre avis sur ces questions-là, sur un maximum de complexes, de syndromes, de croyances limitantes. Hem, Charles, ce que je te propose, c'est peut-être d'abord de commencer directement, en abordant une première croyance et puis on les enchaîne. Mmh. Hem, J'en ai une première, ou plutôt un premier syndrome, voilà, qu'on connaît tous les 2. C'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Je pense qu'il touche à peu près, tout le monde, d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ton Ce que tu en penses de ce syndrome, pour toi, ça vient d'où, ce syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que c'est et ça vient d'où? Je pense que toute personne qui entreprend quelque chose de nouveau va systématiquement passer, tu vois, par le syndrome de l'imposteur. Hem Et la façon dont on interprète ces signaux-là, va drastiquement, avoir un impact sur la direction qu'on va prendre, tu vois? En termes d'action, ce genre de choses. Hem Typiquement, le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est quand on est dans une situation, on essaie de faire quelque chose et on sent cette dissonance entre ce qu'on essaye d'être, et ce qu'on est actuellement, ou ce qu'on essaye d'obtenir et ce qu'on est actuellement. Et c'est, grosso modo, le manque de proof, suffisante pour, pouvoir avoir de la certitude dans, une situation donnée et se dire: «OK, je suis compétent» ou, «J'ai ce que j'entreprends a une forte probabilité de réussir parce que, j'ai eu des scénarios similaires par le passé qui m'ont validé ça». Donc je pense que c'est ça le gros syndrome de l'imposteur souvent, c'est, hem, un signal pour moi que tu es en croissance, que tu essaies de faire quelque chose qui sort de ta zone de confort et donc Mmh, c'est quelque chose de positif dans un certain sens. Hem Parce que OK. justement, voilà, ça montre que tu passes au-delà de tout ce que tu as déjà fait par le passé. Donc, moi, j'aime bien l'interpréter de cette façon-là. Je Mmh. suis curieux de voir un petit peu comment toi tu l'interprètes. Alors je le vois exactement pareil, mais juste pour illustrer ton propos, c'est marrant que tu dises ça. Elon Musk, il le frame différemment, mais il dit exactement la même chose que toi. Il Mmh. dit: Si vous n'avez pas de doute, vous n'êtes probablement pas en train de grandir». C'est la même chose, mais Mmh. juste framé différemment. Hem, Mon avis là-dessus, c'est d'abord qu'est-ce que c'est? Le syndrome de l'imposteur, c'est effectivement une perception de soi, à un instant T, parce que c'est pas un syndrome qui est continu. C'est un syndrome qui arrive par phase, Il est qui vient et qui contextuel. part, qui est très contextuel. Par exemple, j'ai reçu une critique d'un client, OK, toute la journée, je vais me sentir, imposteur. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir imposteur? Je pense qu'il faut vraiment mettre du poids et du sens sur les mots. Se Mmh. sentir comme un imposteur dans un domaine ou un autre, c'est sentir que, hem, on n'a pas la permission de pratiquer quelque chose parce qu'on n'en a pas la légitimité ni la compétence, et qu'on n'est pas suffisamment compétent justement pour, heu ni légitime pour parler de quelque chose ou agir dans le monde, de manière générale. Mmh. Se sentir imposteur pour moi, c'est ça, c'est vraiment se sentir comme, parmi tous les c'est un petit peu le jeu de, je sais pas si tu connais le jeu de Qui est-ce? On y a à peu près tous joué quand on était petit et on cherche toujours l'imposteur. On cherche toujours la personne, voilà, qui en fait, c'est qui dont on parle. Et je pense qu'en fait, on se sent imposteur, dans le sens où, dans la masse des personnes qui ont l'air légitimes, et donc c'est une vraie comparaison à l'extérieur, on se sent pas légitime de faire partie de ce groupe-là et on a l'impression de sortir de la masse dans le négatif, dans le côté négatif. C'est-à-dire, parmi tous ces gens-là, j'ai rien à faire dans cette caste-là. Je ne suis pas suffisamment légitime pour m'approprier à ce groupe-là. Je n'ai pas cette compétence pour répondre à ce problème. Globalement, Mmh. pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est ça, et sa source, c'est justement une croyance que, hem,
la compétence, que l'on a, et on parlera parce qu'on parlera de plein d'autres croyances parce que, effectivement, je pense qu'il y a aussi le côté: «J'ai besoin d'être validé par les autres» et cetera, mais d'une manière générale, on pense que on ne sera compétent et légitime qu'à partir d'un certain degré, et c'est exactement ce que dit Williamson. Chris Williamson, il explique, que tu as déjà atteint certains rêves ou certains objectifs, dont tu disais qu'ils te rendraient heureux, et je pense que c'est un peu Ouais, le même problème dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a des gens qui, étant donné qu'ils sont dans ce schéma-là, peu importe leur niveau de compétence, ils l'auront toujours, et donc en fait, ils ont déjà atteint un niveau de compétence qu'ils disaient il y a encore 1, 2, 3 ans, ou un niveau de légitimité, qu'ils se disaient être suffisant pour dire: «C'est bon, j'aurai plus le syndrome de l'imposteur, je me sentirai légitime», et quand ils arrivent à ce niveau de compétence, de légitimité, ils se sentent toujours pas légitimes parce qu'en fait, ouais, la source de ce problème, c'est pas la compétence. Je pense que c'est vraiment la croyance de: «J'ai besoin de la permission et j'ai besoin de la validation de mes pairs ou d'un marché ou, de manière générale de la masse, pour me sentir suffisamment légitime». ouais. Et en fait, quand ils se rendent compte qu'ils l'ont, c'est finalement pas la source de ce problème, Mmh, tu vois? mmh. Ah non, c'est clair. Je pense que souvent une très je pense que tu as posé le cœur du problème. C'est de bien identifier sur quoi est-ce qu'on mesure, cette sensation d'imposture. Quelles Mmh. sont, les choses qu'on va aller chercher pour valider ou non cet état d'imposture-là. Et c'est vrai que voilà, souvent on va chercher via peut-être des gens qui vont pas être pertinents. Soit ça va être, des personnes qui sont beaucoup plus loin dans son domaine, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont dedans dans beaucoup plus depuis beaucoup plus longtemps, tu vois? Mmh. Ou alors ça va être des personnes qui n'ont, aucun lien, avec ce que tu fais et ton domaine, mais juste il y a certains standards et cetera. À mon sens, il faut choisir les bons indicateurs, tu vois? Pour vraiment jauger son syndrome de l'imposteur. Hem Et donc les bons indicateurs, ce serait, bah, directement le feedback, par exemple de ses clients, si tu as une activité, hem et donc voir justement l'expérience client, les témoignages clients, avoir des questionnaires de satisfaction mensuels, c'est ce qu'on a nous, pour vraiment aller chercher le feedback, au bon endroit, voir ce qui est amélioré, voir ce qui est bien et de constamment, bah, voilà, se rappeler de la prouve de ce que tu as fait par le passé, hem et de stacker ces évidences-là, ces proof-là et de s'en rappeler en période de doute. Après, je pense aussi que de toute façon, on est tous concernés, c'est-à-dire on a tous des phases de doute et c'est très fluctuant. C'est pas genre, soit je suis 100 du temps, confiant ou soit je suis 100 du temps, dans le syndrome de l'imposteur, mais c'est un ratio et je pense que, voilà, avoir un bon équilibre, parce que si tu es trop confiant tout le temps, ça veut aussi dire que tu fais rien de nouveau, que tu sors pas de ta zone de confort et C'est ce que cetera. j'allais dire, ouais. Je pense qu'il y Donc a ouais. il y a un côté très rassurant, en fait. Enfin, je pense que, tu vois, ça me fait penser un peu à cette frame de, quand tu ressens que tu as de la douleur, c'est tant mieux parce que ça veut dire que tu es vivant. C'est un peu Oh! la même chose pour moi pour, le syndrome de l'imposteur. C'est un signal que ton cerveau te donne pour te dire: «Tu es en train de faire quelque chose qui est suffisamment significatif pour que tu aies du doute», et je Mmh, pense que c'est vraiment, en somme, assez rassurant, et d'ailleurs, heu, en fait, c'est à la fois rassurant et surtout, l'écouter est la pire chose à faire. Il y a une citation de Suzy Kassem qui dit la chose suivante: «Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais», et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, le doute peut être soit un formidable indicateur que tu fais quelque chose de significatif, et dans ce cas-là, c'est très positif, et si c'est pris comme tel, c'est très bien. Soit au contraire, c'est le, déclencheur de l'abandon, et dans ce cas-là, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Et je pense mmh, que c'est vraiment la perception de ce syndrome de l'imposteur, je le ressens actuellement, comment est-ce que je le prends, qui joue vraiment. Et tu vois, tu parlais notamment des solutions pour s'en sortir. Je pense que la meilleure des solutions, c'est accepter le fait que le syndrome de l'imposteur fera partie du chemin. ouais, Et tu vois, on en revient à un podcast qu'on faisait, précédemment, qui est sur, The Obstacle is the Way. Un des obstacles que tu vas rencontrer sur le chemin, et ça, c'est une évidence parce que tout le monde te le dit au début et c'est logique que ça t'arrive, c'est ce sentiment d'illégitimité, de doute, c'est logique que tu l'aies, et le syndrome de l'imposteur en fait mmh, partie. mmh, Le but, c'est juste de pas le laisser grossir outre mesure, c'est-à-dire que dire: «Oui, OK, il existe, maintenant c'est probablement une illusion, parce que ce syndrome de l'imposteur, je peux juste l'utiliser pour me dire: "OK, comment est-ce que je peux être plus compétent, augmenter ma confiance en moi", et cetera», tu vois? Donc je ouais, pense que c'est plus que juste, identifier les bons indicateurs pour me donner en confiance. C'est encore plus que ça, c'est dire que
ce syndrome-là et ce doute-là est en lui-même un indicateur, hem, qui peut être utile si utilisé à bon escient ou Mmh, être, à contrario, hem, une pathologie, une maladie qui gangrène en fait un projet, qui mmh. gangrène l'ambition et qui mène à l'échec. Tu vois, à mon sens, il y a 2 types de doutes. Il y a le doute de soi et le doute de ses idées ou de ses compétences. Mmh, Et le doute de soi, bah, ça, tu vois, c'est un doute négatif. Mais par contre, douter de soi, douter de ses compétences, ça, c'est positif parce que ça veut dire que tu te remets en question, c'est-à-dire que tu évolues, c'est-à-dire que tu cherches du feedback, que tu cherches à t'améliorer. Si tu as pas ce type de doute-là, tu es un peu comme un psychopathe, tu vois? Tu es quelqu'un, genre, tu as un ego surdimensionné et tu feras jamais de progrès dans ta vie. Donc je pense que c'est de faire le distinguo entre les 2. Et justement, je sais pas si tu vois ce livre justement qui s'appelle Mindset de Carol Dweck, qui est mmh, une psychologue et qui a établi ce concept de growth mindset, vs, fixed mindset, donc mindset de croissance vs, mindset, figé. Et donc mmh l'idée, c'est que, si j'ai un mindset figé, si j'ai une psychologie figée, heu typiquement, je suis dans la catégorie où, bah, je vais jamais me challenger, je vais jamais essayer d'aller chercher autre chose parce que je pense que ma personnalité est figée, que mes compétences sont figées et que, je peux pas vraiment évoluer. VS la personne et donc que, en fait, tout est une question de talent. VS la personne qui a un growth mindset, un mindset de croissance, elle, elle va comprendre que tout est constamment, fluide et qu'en fait, tant que j'ai cette capacité à apprendre, et à évoluer et à rebondir, heu, bah, c'est OK, en fait, d'avoir du doute à l'instant T. Et ça me fait penser justement, tu vois, à un gars, je sais plus comment il s'appelle, Scott Young, je crois, qui, il a écrit un super livre qui s'appelle Ultra Learning. Et en gros, le mec, il a passé les examens du MIT sans jamais mettre un seul pied sur le campus, en 1 an, alors que le programme, tu sais, sur 4 ans, c'est, le computer scientist, je crois, mh. le truc. Et le mec, en fait, il a juste regardé des tutos YouTube, et cetera. Et en gros, l'idée, c'est que, quand tu apprends cette compétence à apprendre, le plus gros avantage, c'est que tu gagnes la confiance, que ça va se transmettre dans d'autres domaines. Et donc tu gagnes la confiance en toi, tu doutes plus de toi. Mais par contre, même si tu doutes d'une compétence, bah, tu sais que tu as déjà fait le chemin, que tu es déjà passé par là. Et donc le fait d'expérimenter le syndrome de l'imposteur à l'instant T dans un projet, et de le surmonter et ensuite du coup de passer au-delà, ça permet de gagner cette knowledge, pour tous les autres projets, suivants, tu vois? Mmh. Moi, je me rappelle ma toute première activité de freelance, quand j'avais jamais rien vendu, un centime en ligne. Bah, j'ai gros syndrome de l'imposteur, tu vois? Forcément. Et donc, bah, quand j'ai eu ces premiers clients-là, bam, ça a débloqué un truc. Puis je dis: «OK, ça y est». Et puis ensuite, quand j'ai eu du coup des témoignages clients satisfaisants et cetera, ça a débloqué un autre truc et du coup, bah, tu passais de l'imposteur à, quelqu'un qui a validé que: «OK, je peux apporter de la valeur ajoutée en ligne, je peux, Mmh, ouais, je vois. servir des gens». Et du coup, cette knowledge-là, tu peux la retranscrire dans d'autres choses, et cetera, quoi. Mmh, c'est super intéressant. Heu, ce que tu expliques là, c'est qu'en plus de ça, ce premier syndrome dont on parle et on parlera, on a déjà abordé du coup 2-3 croyances, mais, hem, ce syndrome-là de l'imposteur, il peut non seulement être identifié, il peut être perçu comme quelque chose de positif et d'utile et en plus de ça, sa gestion, le fait de le recevoir et de se rendre compte que, on peut le gérer, on peut, retrouver cette confiance en soi et ne plus se sentir imposteur, c'est en soi une compétence qui peut être, construite, façonnée et améliorée à travers l'expérience de: «J'ai vécu le syndrome de l'imposteur et j'ai brisé la croyance et le doute par l'accomplissement» Mmh, et je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, ça veut dire que, hem, on n'est pas condamné à vivre le syndrome de l'imposteur perpétuellement et cette impression qu'on a parfois des personnes qui réussissent le plus que, finalement eux, ils ne doutent jamais, c'est pas qu'ils doutent jamais, c'est juste qu'ils doutent toujours autant, mais qu'ils ont appris à gérer ce doute et ce syndrome de l'imposteur qu'ils vivent tous et toutes au quotidien. Mais ils le gèrent beaucoup mieux parce qu'ils ont déjà vécu ça, de mmh, la même manière que, on aurait déjà vécu une crise ou que j'aurais déjà fait un entraînement. Je sais juste comment le gérer, j'ai juste en fait, c'est un peu comme, quand tu vas à la salle, les premières séances sont affreuses, tu vois? Tu as des courbatures affreuses, à la fin des séances et bah, plus tu t'entraînes et moins tu en as, en fait. Parce que tu mmh, gères de mieux en mieux, tu sais à quoi t'attendre, tu gères mieux ton effort, tu es moins épuisé et cetera.
Je pense qu'il y a vraiment cette idée que, voilà, Mmh. c'est un entraînement comme un autre, le syndrome de l'imposteur et je pense que c'est aussi ça, cette citation de Suzy Kassem qui dit que le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. C'est aussi de dire qu'en fait, le doute, c'est aussi, une forme d'entraînement et que, bah, plus tu le vis et moins tu vis, en fait, l'abandon, tu vois? Je pense que c'est Mmh. aussi ça, enfin, moins tu visualises un abandon, tu vois? Moins tu y penses. Mmh. Mmh. Non, de fou, c'est clair. C'est clair que ça se retranscrit grave, avec l'idée du sport où, plus tu mets un stress sur ton muscle, plus, ben, tu enfin, ton muscle se renforce et du Mmh, coup, la séance d'après, tu mets le même effort sur ton muscle, mais il est perçu différemment, tu vois? Il a l'air plus simple, cet mmh, effort-là, mais il l'est pas en réalité. C'est juste que ton muscle s'est renforcé. Bah, là, c'est le muscle de, briser des paliers d'incertitude et de syndrome de l'imposteur, tu vois? Et te dire: «OK, je suis déjà passé par là, c'est familier», tu vois? mmh. Clairement, clairement, clairement. Tu un Hem, autre, ouais, j'ai envie d'en aborder plein là, j'en ai plein en allez. tête. Je pense que notre podcast, il va durer un petit peu longtemps, mais c'est pas grave, je pense qu'il y a plein de choses à se dire. On a parlé du complexe de l'imposteur. Soyons, cohérents. On va aller chercher un deuxième complexe. Enfin, le Mmh. syndrome de l'imposteur, on va aller chercher un autre complexe, une vraie croyance limitante, le complexe d'infériorité. Est-ce que ça te parle? Mmh. Ah oui, ça, clairement. Bah, comme tout le monde, je pense, mais, c'est dû à un je sais alors j'ai la citation que la comparaison est le je sais plus ce que c'est en français. «Comparison is the thief of joy». Ouais. Heu, je sais plus le en français. Alors, la traduction de "comparison is the thief of, joy", c'est, la comparaison et Vol de la joie, quoi, je sais pas trop le l'ennemi ou le traître de la joie. ouais, c'est ça. Donc, je pense que le complexe d'infériorité vient du de fait, heu, de se comparer aux autres. Mmh, Hem, Parce que in fine, tu auras toujours des gens qui seront plus haut que toi, tu auras toujours des gens qui seront plus bas que toi et donc c'est le même mécanisme qui va aller te rassurer et qui va aussi te détruire, tu vois? mmh, Quand tu vois quelqu'un qui est plus bas que toi, bah, ça va te rassurer et quand tu vois quelqu'un qui est plus haut que toi, ça va te détruire donc tu fais les montagnes russes. mmh, Et du coup, je pense que c'est juste de pivoter, de chercher plus, tu sais, on en parlait l'autre jour des motivations intrinsèques, plus, mmh, mettre des stacks de motivation intrinsèque pour, éviter de se comparer, aux autres, et puis aussi se comparer à soi-même, tu vois? Son soi du passé et mmh. voir est-ce que, bah, grosso modo, je progresse, tu vois? Bah, en fait, et d'ailleurs, on parle du complexe d'infériorité, mais on pourrait aussi parler de celui de supériorité, qui est le sentiment d'être supérieur aux autres et une Ouais, c'est le même difficulté à s'intégrer mécanisme. de la même manière. C'est exactement le même mécanisme d'ailleurs, supérieur ou inférieur, ce sont des, outils mathématiques de comparaison. En fait, c'est juste, Ouais, c'est ça. logique que ce soit de la comparaison. Hem le complexe d'infériorité, il est très, très souvent, associé au syndrome de l'imposteur, dans le sens où, et c'est pour ça qu'il y a moins un complexe Mmh. de supériorité dans le syndrome de l'imposteur. Pour le coup, tu te sens Ouais. rarement supérieur, en te sentant Ah ouais. imposteur. Mais, c'est vrai qu'il y a ce complexe de: «Je suis moins bon que les autres», et en plus de ça, le syndrome de l'imposteur, justement, tu es imposteur parmi d'autres. Donc il y a un peu aussi Mmh. cette comparaison-là. Là où je vois une vraie différence, c'est que, hem, tu peux te sentir imposteur sans te sentir inférieur. C'est-à-dire, Oui, et je m'explique, tu grave. peux te sentir, très différent et illégitime dans un domaine sans te sentir inférieur aux autres. C'est-à-dire que, la légitimité, c'est pas, ta valeur, c'est ta compétence et il y a une Mmh. vraie différence. C'est-à-dire que le Mmh. le complexe d'infériorité, il est limite beaucoup Mmh. plus violent dans le sens où c'est Ouais. ta valeur à toi, c'est la tienne. Et d'ailleurs en anglais, et je me suis fait la réflexion ce matin, il y a un vrai décalage, par rapport à la langue française, et je pense qu'en français, c'est le postulat que je fais. Je pense qu'en français, notre manière de nous exprimer nous fait nous sentir inférieurs de manière beaucoup plus forte. Hem, heu, enfin, pas sentir inférieur, mais en fait, nous associe beaucoup moins au succès. Je m'explique, ou à la compétence. On dit en anglais to be successful. En français, on dit avoir du succès. Mmh. Ouais, de fou. Il y a une Ça vraie m'a toujours différence, marqué ce truc-là, ouais, c'est c'est fou. abusé parce que du coup, ça veut dire que en anglais, tu es successful, c'est ta personne qui l'est.
En français, tu obtiens quelque chose, c'est quelque chose d'externe à toi. C'est pas Mmh toi-même mh. qui est successful, c'est tu obtenu, c'est un bien matériel, le succès. Et je pense que c'est très, très différent. Linguistiquement, ça marque une vraie différence et je pense que Mmh la langue est mh. la représentation, forte de, la manière de penser d'un peuple et à Clairement. mon avis, c'est que du coup, ce complexe d'infériorité, il est encore plus marqué que, même si on a du succès, ce sera pas nous-mêmes qui serons successful, c'est juste un bien, c'est juste un Mmh. élément, un accomplissement extérieur à soi Mmh. et je pense que ça y participe aussi. Donc il y a Mmh. une vraie différence en tout cas entre, syndrome de l'imposteur et complexe d'infériorité. C'est que ça touche à sa valeur propre, à ton estime de toi, le complexe d'infériorité et évidemment, si tu résous l'un en général, si tu résous le complexe d'infériorité, tu peux effectivement résoudre plus facilement un syndrome de l'imposteur. Hem je suis pas sûr que si tu pas résolu ton complexe d'infériorité, tu peux résoudre un syndrome de Mmh. l'imposteur, tu vois? Ouais, non, c'est plus deep parce que ça touche Mmh, à la personne. mmh, Comme on l'a dit, le syndrome de l'imposteur, c'est contextuel. Syndrome d'infériorité, c'est un mécanisme psychologique qui se répète tout le temps. Quand tu as ce mécanisme-là, tu vas l'appliquer dans tous les domaines, tu vas te comparer à tout le monde dans tous les mmh, domaines. c'est clair. Alors que ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est grave, contextuel, quoi. Donc heu, donc ouais, non, franchement, c'est grave quelque chose qu'il faut apprendre à se déshypnotiser de de cette comparaison constante. Beaucoup de choses nous poussent à nous comparer, hein, sur les réseaux sociaux et cetera. Nous, quand on est dedans, Mmh, faut apprendre à avoir de la distance. C'est pas facile, c'est un exercice qui est constant. Prendre du recul sur ça et ouais, détacher soi-même de sa création aussi, tu vois? Je trouve que c'est important. mmh. OK, ça nous fait un autre complexe qu'on vient d'aborder. Je vais aborder une autre croyance limitante, c'est une croyance ou un schéma de pensée limitant que tu connais bien et je vais te Mmh. surprendre un peu, mais pour le coup, tu en es Ah! très, très expert. C'est le Ouh là là, perfectionnisme. je le voyais venir celui-là. Aïe, aïe, Parle-nous aïe. du perfectionnisme, Charles. C'est c'est pas bien les gars, faut arrêter. Non, mais souvent le vrai piège du perfectionnisme, c'est que c'est souvent déguisé comme une vertu. Mmh. Et donc c'est: «Oui, mais moi je veux faire du travail bien fait» et du coup, bah, ça tend vers du perfectionnisme et du coup, ce qui est très dur, je pense, pour les créatifs, c'est, où est-ce que je pose la limite? Comment est-ce que je sais la différence entre faire du bon travail, avoir le soin du détail et être un perfectionniste, tu vois? Hem Et c'est très, très délicat à savoir parce que, quand tu fais quelque chose de créatif, il y a pas de règles, ou de limites bien définies dans le marbre, tu vois? Hem, un exemple tout con, ça peut être, bah, tu vois, de faire une campagne d'email. Je rédige mes emails, hem, ils peuvent être rédigés, mais ils peuvent avoir aucune substance dedans ou alors ils peuvent être très, très bien rédigés, heu et d'un autre extrême, ils peuvent être genre, tu peux constamment retweaker les mots, chercher à faire mieux et cetera parce que tu dis que c'est jamais assez et c'est ce truc de c'est jamais assez, tu vois? C'est ce truc de: «Ah, je peux modifier ça, je peux modifier ci», hem et tu as une espèce d'insatisfaction et moi, la façon dont j'essaye de coper avec ça, de résoudre ça, c'est, alors c'est pas un exercice facile, mais c'est de constamment se rappeler que tu auras d'autres opportunités de t'améliorer et que plus vite c'est fini, plus vite tu peux passer au prochain projet sur lequel tu peux, créer quelque chose de meilleur. Donc, souvent il y a cet avantage-là à être extrêmement focalisé quand tu es créatif dans des domaines ou curiosités, c'est que, bah, si, tu pas eu l'opportunité de faire le truc extrêmement parfait ou de parler de tout ce dont tu voulais parler dans ce que tu crées à l'instant T, bah, tu auras l'opportunité de le faire, un peu mieux dans le projet suivant. Et du coup, c'est, ce que j'appelle, procrastiner son perfectionnisme. C'est en mode: «OK, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, ce sera parfait plus tard et puis ce sera parfait plus tard» et Mmh. puis voilà, c'est un peu comme ça que j'essaie de le voir. Mais voilà, quand tu es dedans, c'est c'est pas évident parce que quand tu es dans sur la tâche elle-même, ton cerveau, il va constamment, venir, voilà. Je pense que ça vient du doute aussi, tu vois? Doute de volonté de faire, bah, bien quoi, enfin faire parfait quoi, en fait. De pas faire d'erreur et cetera quoi. Je pense que ça vient surtout je pense que ça vient pas de l'esprit créatif, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord. Je pense que ça vient plus d'une forme d'intelligence vorace, dans le sens où
en général, les personnes qui, ont pas une intelligence logico-mathématique ultra développée et qui ont un esprit créatif qui pour autant l'est, vont en général justement pas chercher à être ultra perfectionnistes parce qu'ils vont pas réfléchir à 100 fois, à, heu, qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Juste ils font, une première version, ils la lancent le plus vite possible. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ces profils-là, vu qu'ils ont une intelligence logico-mathématique qui est moins développée, ils ont besoin de data pour réfléchir, ils ont besoin de réponses du terrain et la meilleure manière d'avoir une réponse du terrain, c'est d'agir et de produire quelque chose qui va nous donner un feedback. Ce que je te donne un exemple Mmh. très concret. J'ai eu une Brian Paris, en podcast il y a très peu de temps, qui me disait: «J'ai lancé, je crois 200 créatives et quelque chose comme 500 000 € de budget en publicité» et en fait, il me disait: «Je sais foncièrement que je suis idiot et que je comprends rien aux ads. Mais vu que j'ai lancé hyper vite les ads, que j'en ai lancé plein, que j'ai mis beaucoup de budget, j'ai eu beaucoup de feedback et même si je comprenais pas, enfin, juste factuellement, je voyais ce qui marchait pas». Du coup, je pense que ce perfectionnisme-là, c'est aussi lutter contre ta propre intelligence, tes propres, pensées qui parlent entre elles-mêmes et cetera, qui se Mmh. répètent: «C'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, ça marchera pas, c'est pas machin», et du coup, ce doute-là et cette réflexion-là, elle vient d'un surplus d'intelligence. Hem, voilà, moi, c'est mon Ouais. avis, après j'ai peut-être tort et Mmh. je tiens à préciser dans ce podcast qu'on n'est pas des psychologues, Mmh. on est juste des C'est passionnés de clair. psychologie, c'est quelque chose de différent. Mmh. Mais voilà, moi mon avis là-dessus, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un jeu de l'intelligence, Mmh. contre-productif dans cette idée du perfectionnisme, tu vois? Ouais. Moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une espèce de, ouais, déjà, il y a ce truc-là d'effectivement où, tu tu sens que tu comprends un peu les mécanismes, du coup, tu as envie de faire bien et cetera. VS, ouais, quand tu as une approche data driven, tu te dis: «Beh, je balance un max Mmh, et c'est pas grave» et du coup, il y a vraiment un détachement entre, genre, toi et ce qui est créé. Le perfectionniste, il a plus de mal à se détacher de lâcher prise, en fait. Il y a c'est ça. une vraie difficulté à lâcher prise, se dire: «OK, c'est fini». Parce que c'est un peu comme, tu vois, le cycle, quand tu crées quelque chose, quand tu termines quelque chose, il y a vraiment une idée de, genre, c'est fini, quoi. Mmh. On passait à la suite et donc faut vraiment, lâcher prise, tu vois? Et je pense un outil aussi que j'avais vu qui est parce que moi ça me fascine de comment est-ce que résoudre ce perfectionnisme, quoi. C'est de, hem, bon déjà c'est de lâcher prise, mais c'est de, putain j'ai perdu le fil de ma pensée un petit peu. Mais ouais, grosso modo ça, on va dire que c'est de lâcher prise. Lâcher Bah, prise. on en parlait justement dans un podcast, sur Less is more. C'est aussi cette capacité justement à pas, surcomplexifier tout et à resimplifier les choses et surtout à se focaliser sur l'essentiel, revenir aux Mmh, fondamentaux, à, hem, retirer toute la sophistication des choses et se focaliser sur l'essentiel et je pense que c'est une vraie capacité, justement à faire l'essentiel, le ce 80-20, tu vois? Ce Pareto. Voilà, une solution pour ceux qui seraient, des profils perfectionnistes et qui auraient ce schéma de pensée un peu limitant qu'il faut que tout soit parfait avant que ce soit lancé. Hem, la perfection n'existe pas en ce monde, en tout cas très rarement. Il puis y a encore très plus rare avec, l'IA et GPT, tu vois? Limite, ouais, ce qui est drôle maintenant, c'est que s'il y a une faute d'orthographe dans ton email, il y a plus de probabilité qu'on se dise: «Ah bah, c'est pas l'IA qui l'a écrit», tu vois? ouais, Du coup, c'est vrai de ouf. des fois, limite maintenant, c'est une bonne chose, tu vois? D'avoir un truc L'imparfait, il imparfait, plaît ouais. l'imparfait est plus humain et donc plaît de plus en plus sur certains aspects. Je pense notamment, au contenu. Mmh. Je pense que les contenus, on en parlait, il y a très longtemps dans un podcast, il y a un petit moment déjà, que, le contenu police, poli, lisse, sophistiqué est mort. Je pense que ce sera de plus en plus le cas justement pour cet aspect: «Ah, ça a l'air trop parfait, c'est trop, scripté, trop recherché et cetera» et c'est plus compliqué. Donc Mmh. il y a ce sujet-là, mais en tout cas voilà, pour les perfectionnistes, petit tip, c'est si jamais ce concept de l'assisement vous intéresse encore plus, il est évidemment disponible sur cette chaîne. Vous avez juste à aller sur la chaîne, regarder un petit peu les miniatures, et les concepts et il y a un concept qui s'appelle Less is more. Il y a un moins et un plus sur la miniature. Je vous invite à aller le regarder, il est très intéressant. Hem, alors, on va parler une autre croyance limitante. Hem, c'est le syndrome de Peter Pan.
Est-ce que tu connais ce syndrome? Alors, un peu de loin, mais j'imagine que c'est refuser de grandir, mais, je suis pas très familier donc, je suis chaud que tu l'introduises un peu plus en Alors détail, c'est exactement ça. Globalement, le syndrome de Peter Pan, c'est un, refus de grandir et les sources de ça, c'est, globalement une peur, en fait, de l'âge adulte. C'est le Mmh, sentiment de surresponsabilité, et la peur de prendre ses responsabilités, c'est la peur aussi de perdre sa jeunesse et de mmh. vieillir. En fait, Une c'est sorte il y a d'insouciance, ouais. c'est ça et au-delà de l'insouciance, c'est vraiment la peur de la vieillesse. C'est-à-dire que c'est vraiment la Ah ouais. volonté de: «Je resterai indéfiniment jeune». Et la peur de devenir aigri, c'est vraiment une vision très différente de ce qu'est l'âge adulte, parce Mmh, que parce qu'en général, c'est lié à des traumas, à des idées de, j'ai vu certains adultes très aigris, très, négatifs. Je suis pas comme ça et j'ai pas envie de finir comme ça et donc ils mmh, préfèrent rester d'éternels enfants et c'est une adolescence prolongée, c'est, faire comme si j'étais un enfant quand je sors, quoi, dans ma manière de parler, de m'habiller, d'être, hem voilà, c'est ne pas grandir, ne pas prendre ses responsabilités. C'est une forme de croyance limitante pour beaucoup parce que, tu en as beaucoup qui, et je trouve que c'est très intéressant dans le cadre de l'ambition, du lancement de projet. Il y en a beaucoup qui vont vivre dans l'idée: «Je lancerai un projet plus tard, je me lancerai mmh, dans cette activité plus tard». Bon, pour l'instant, je vais profiter, je vais kiffer, je suis encore jeune et tu ces phrases-là à 28, 29, 30, 31 ans et en fait, ça dure et de l'extérieur, tu comprends pas pourquoi. Ces gens-là, en sont encore là dans leur vie, pendant que tu en as d'autres qui construisent, qui ont des maisons, qui, construisent des familles et cetera et eux restent des éternels enfants et je pense que c'est une vraie croyance limitante que, tu resteras jeune toute ta vie. Au contraire, le temps, il est impartial, il est, c'est une ressource qui s'écoule de manière, indéfinie mmh, jusqu'à la fin de ta vie, globalement mmh, et ce temps limité, soit il est utilisé. Et il y a pas de règle absolue. Je pense pas qu'il y ait une règle absolue dans le sens où tu es pas obligé de l'utiliser pour, faire un truc, build quelque chose ou quoi que ce soit, mais plutôt dans l'idée que, tu t'assagis et tu te rapproches d'une forme de conscience et d'awareness qui est plus grande chaque jour. Hem, Sinon je pense que tu restes bête. C'est un peu mmh. la citation de Jacques Brel. C'est: «La bêtise, c'est de la paresse». C'est, heu, se lever le matin et se dire, «Je ça me suffit». Mmh. Et je Est-ce qu'on pense peut les sauver ces gens-là? Parce que moi je sais pas je trop, j'ai alors c'est l'impression que tu es beaucoup plus éloigné en termes parce que la personne qui a un syndrome de l'imposteur ou qui a, une, plus basse estime enfin, un syndrome d'infériorité et cetera, complexe d'infériorité et cetera, cette personne-là, c'est grosso modo, elle essaye un peu de mmh, changer, tu vois? Elle sort justement du cadre de sa zone de confort, de ce qui était familier. J'ai l'impression que la personne qui est plus bloquée dans le syndrome de Peter Pan, par exemple, hem bah, il se pose moins ce genre de questions, tu vois? Il va moi mon avis et c'est d'ailleurs ce que dit, Carl Jung, que tu aimes bien, que j'aime bien. Il explique qu'on peut pas sauver quelqu'un qui veut pas se sauver lui-même. Enfin, on peut pas aider ouais, quelqu'un qui veut ouais, pas c'est un s'aider peu lui-même. comme ça que je le vois, ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que pour toutes les personnes et on parlera notamment d'un autre complexe qui est le complexe du sauveur, que je connais très bien. Ah oui. Hem, c'est au-delà du fait que c'est impossible de d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même, sur ce genre de complexe-là, c'est aussi très compliqué, heu, d'aider quelqu'un quand on ne sait pas aider soi-même. C'est-à-dire que si j'arrive pas à Mmh, m'aider moi-même, c'est impossible d'aider les autres. ouais. Donc il y a une Si vraie jamais je suis déjà bloqué dans mes responsabilité à ce propres niveau-là, tu croyances vois? Ah non, c'est exactement. clair. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important d'en parler aujourd'hui aussi, c'est que pour toutes les personnes qui se lancent, dans du coaching, dans de l'accompagnement, sur des sujets sur lesquels eux-mêmes sont encore bloqués ou encore des croyances et cetera, c'est très compliqué en fait Mmh, mmh, de se lancer là-dedans parce que c'est une vraie responsabilité de dire: «Je suis capable de dissocier mes propres problèmes et ceux des autres» et ça mmh, c'est impossible, tu fais forcément un mmh. transfert, et je pense Mettre qu'il y toujours a la priorité, ouais, sur ses propres problèmes, voilà toujours mettre le exactement. masque en premier, parce que sinon c'est tu peux aider personne Mmh, et c'est contre-productif, quoi. Enfin, si tu peux pas t'aider toi-même, ouais, si tu prends pas ce mmh, temps-là, tu sais, souvent, quand on commence à entreprendre des projets, et cetera, ou pour ces personnes-là, du coup, du syndrome qu'on va peut-être enchaîner juste après, syndrome du sauveur, bah, justement, le paradoxe, c'est que quand tu veux sauver tout le monde, bah, tu te noies au mmh. passage et Syndrome des Saint Bernard.
et au final, bah, en fait, tu peux aider personne, quoi. Donc c'est pire, parce que tu es Mmh. même pas capable d'accomplir la mission que tu voulais parce que tu t'es pas priorisé un minimum. Hem, donc ouais. Je pense qu'il y a tu vois, par exemple, je pense aux psys, les psys sont capables de dissocier leurs propres problèmes parce que tout le monde a des problèmes psy, hein, faut le savoir. On a tous un problème d'une manière ou d'une autre qui est d'ordre psychologique. Ça peut être des problèmes mineurs ou des problèmes majeurs, mais on a tous des moments dans notre vie où, on aurait besoin d'aide, où on aurait besoin de, travailler sur soi et cetera. C'est un travail Mmh, de toute mmh, une vie, c'est normal. Et les psys ne dérogent pas à la règle. C'est pas des êtres, mmh, surnaturels, incroyables, qui ont un cerveau complètement objectif et omniscient. Mais ils ont cette capacité de dissocier et donc ce que je veux dire aussi, en tout cas mon avis personnel dessus, c'est aussi que c'est pas parce que tu as des problèmes sur une thématique que tu ne peux pas aider les autres. Par contre, si tu ne prends pas ce temps de t'aider toi-même, tu feras forcément ce transfert quand tu voudras aider les autres. C'est plutôt ça, tu vois? Genre mmh. typiquement, Mais je pense qu'il y a des psys, hein, qui gèrent mal ça, hein. C'est comme oui il y a bien des sûr, mais fumeurs parce qui que il y a des justement, médecins qui fument, tu vois? mais Genre, parce qu'ils travaillent pas sur eux-mêmes, tu vois? ouais. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment l'idée, Bah, c'est toujours plus dur, quoi, pour soi, bah, quand même. je pense que c'est pas que c'est plus dur, c'est plus une prise de temps et un niveau de conscience qui est très élevé en mode, j'aide les autres sur telle thématique et je fais pas le transfert parce que moi de mon côté je prends ce temps-là donc j'ai pas besoin de plus de temps. Je veux dire, c'est que ce temps-là en fait, soit tu le prends de ton côté toi-même et donc du coup tu es capable de, dissocier les 2 et dans ton identité tu as vraiment dissocié les 2. Soit tu as pas pris ce temps-là, du coup en fait ce temps-là qui de toute façon est nécessaire, tu vas le passer avec ton client et en fait tu vas te faire ta propre thérapie pendant, pendant, ce que tu devrais faire avec ton client, tu vois? Pendant la séance avec ton client. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet de, ouais, si tu es capable de travailler sur toi et de prendre ce temps-là, logiquement, c'est faisable, tu vois? Mais sinon, c'est très compliqué d'aider les autres si tu t'aides pas toi-même, c'est vraiment Mmh. ce que je veux dire. Donc voilà, mais en tout cas, effectivement, ce syndrome de Peter Pan pour en revenir, c'est un vrai point de blocage et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent dans cette adolescence prolongée. Et dans cette fuite des responsabilités, pour moi, ça te bloque plus dans une évolution de vie qu'une évolution de projet. Mais en général, si tu as pas passé ce syndrome-là et que tu l'as pas brisé et que tu as pas pris tes responsabilités, tu as pas grandi à partir du moment où tu t'en sens suffisamment, capable, évidemment que si tu fais pas ce travail-là, tu lanceras aucun projet, ça c'est certain, tu vois? OK, enchaînons avec un autre complexe. J'ai envie de parler du coup de ce dont on parlait, le syndrome du sauveur, que j'appelle aussi syndrome, du du Saint Bernard, qui est un chien sauveteur, hein. C'est juste une race de chien, Mmh. qui est utilisée chez les sauveteurs, c'est pour ça que j'en parle, qui est un complexe que je connais bien. Hem, Comment est-ce que tu voudrais aborder ce complexe-là? Cette croyance limitante-là? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi, en gros, Bah, c'est quoi? autant, Comment tu tu vois, la pour le décrirais? perfectionnisme, je me sens très concerné, autant pour ça, je me sens beaucoup moins concerné. J'arrive grave à comment dire? J'ai l'impression, j'ai ce biais où je me dis que la meilleure façon de sauver quelqu'un, c'est de la laisser elle-même se «sauver» entre guillemets, Mmh, parce que justement, je suis extrêmement aware que de vouloir trop aider les gens, au contraire, tu les aides pas, tu les sabotes, tu les empêches d'apprendre les leçons qu'ils auraient à apprendre par eux-mêmes sur le chemin. En tout cas, dans certains contextes, hein, je parle pas dans le contexte du consulting et du coaching, sinon je serais très, très mauvais, mais plus dans le contexte de, la vie perso, tu vois? bah, Sur certains sujets, de certaines choses, hem, qui sont des responsabilités, propres à chacun. Alors, je fais quand même la différence entre, tu vois, être un bon pote ou une bonne personne qui va s'intéresser aux problèmes de la personne et voilà, mais je vais jamais essayer de les résoudre pour la personne. Peut-être amener une nouvelle perspective, essayer de reframer et cetera, mais pas, voilà, pas au-delà, quoi. c'est, Anaïs Nin, pardon, qui dit, «Vous ne pouvez pas vraiment sauver quelqu'un, vous pouvez seulement l'aimer». Mmh. Je pense que ta définition du complexe du sauveur et de comment te positionner, pour l'éviter, c'est un peu ça, tu vois? Mmh. Aimer quelqu'un, c'est parfois aussi être capable de justement prendre du recul et le laisser, s'émanciper et s'exprimer par lui-même. Mmh. Hem Complexe du sauveur, pour, en donner un peu la source, c'est le sentiment aussi que et on en parlera notamment, c'est très, très lié à un autre complexe, dont je vais pas donner de nom tout de suite pour maintenir un peu le suspense, mais c'est vraiment le sentiment que tu es aussi responsable du sauvetage des autres,
de leur sécurité, c'est un besoin, c'est vraiment le syndrome du héros, en fait, c'est Mmh. très lié, c'est vraiment le sentiment de: «Je dois être le héros dans toute situation parce que je suis capable de l'être». Vraiment, en tant que personne qui a beaucoup, beaucoup subi ce syndrome-là, c'est vraiment le sentiment que, étant donné que tu es capable, parce que tu es suffisamment intelligent, compétent, fort et cetera, que tu es capable de sauver les autres, tu as un devoir moral de sauver tout le monde parce que tu en es capable. Simplement parce que tu en as la capacité et si tu n'utilises pas cette capacité et ce potentiel d'aider les autres, alors tu es un égoïste né. En gros, c'est Mmh. ça en fait le syndrome du sauveur, c'est vraiment ou du héros, c'est vraiment de dire: «Je me dois d'être le héros dans toute situation». Ça part d'un très bon sentiment, mais de la même manière que le perfectionnisme, Mmh. c'est auto-saboteur parce que du coup, vu que tu es tout le temps à sauver les autres, à aider les autres, tu ne t'aides pas toi, tu ne te sauves pas toi. Or, on a tous besoin de se sauver un jour ou l'autre et le problème, c'est que quand on fait passer toujours les autres avant soi, il y a un moment donné, en fait, cette force, cette compétence, ce potentiel-là qu'on a d'aider les autres, on le perd et donc du coup, effectivement, on devient, heu, trop faible et on peut mettre les autres en danger, on peut, finalement empirer leur situation, ou leurs difficultés parce qu'on prend cette posture du sauveteur et du héros perpétuellement, quitte à s'en sacrifier et Mmh. tu vois, dans à peu près tous les films, tous les dessins animés, on le sauveur, le héros, c'est toujours quelqu'un qui est, mis en avant comme quelqu'un d'exceptionnellement beau, bon, profondément altruiste et cetera et en fait, on on montre, rarement la face cachée de ça, surtout la plupart des gens qui ont ce syndrome-là, en fait, l'ont de manière abusive. Évidemment que quand on peut aider les autres, quand on peut sauver les autres, il faut le faire. Mais Mmh. le fait est que le syndrome du sauveteur te pousse à faire du sauvetage ta vocation. C'est-à-dire que Mmh. tout le temps tu sauves les autres. Tu penses qu'à ça, tu ne fais que sauver Mmh. les autres. Il y a des métiers, qui collent très bien avec ce syndrome-là, hein, Ouais, mais clairement. mais Mmh. même dans ces métiers-là, si tu fais que ça, au bout d'un moment, tu te mets en Mmh. danger toi-même Ouais, et faut du pas être coup, dans tu le peux business, pas en fait, si c'est tu ça, veux avoir ça. exactement, exactement. Non, mais c'est Donc clair. Tu vois, ça me fait penser à Qui veut être mon associé avec Anthony Bourbon qui est en mode: «Non, on n'est pas là pour aider les gens, tu trop gentil». ah, c'est Non, vrai, mais c'est vrai. non, mais oui. Après, je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo, tu vois, entre, ceux qui pour moi, aider les gens, c'est, une rencontre à mi-chemin, tu vois? Mmh, Il faut que la personne ait envie d'être aidée, fasse les efforts de son côté et toi, tu la rencontres à mi-chemin et tu l'aides, tu vois? Et donc moi, je pense que je suis très sélectif sur: «OK, est-ce que tu fais ta moitié du chemin ou pas?» Hem, donc ouais, hem et c'est justement ça au final le but du coaching, du consulting. Une personne, elle investit sur soi pour avoir un accès, hem et du coup, ben, c'est une personne qui a fait à mi-chemin, l'effort, qui a conscientisé, le problème, qui cherche activement les solutions mmh, et ensuite elle trouvera sur son chemin, bah, la personne qui sera prête à l'aider, ravie de faire ça, quoi. Et donc je pense que c'est pour ça que, tu donnes enfin, tu vois, c'est bien de donner énormément, énormément de value gratos, mais aussi, le problème, c'est que, bah, tu vas être très souvent confronté à ces personnes-là qui voudront pas s'aider eux-mêmes, qui vont même pas faire les efforts ou pas conscientiser les choses et donc tu es bloqué dans un syndrome du sauveur. Mais au final et je pense qu'il y en a beaucoup qui, tu vois, dans des professions très nobles, la thérapie, ce genre de choses, qui justement, essayent d'avoir leur activité en indépendant, mais qui vont être très bloqués à cause de ça. Hem Parce que justement, ils se disent: «Bah, non, mais moi, je veux aider cette personne-là», mais au final, cette personne-là ne s'aide pas elle-même parce que voilà et du coup, elle se retrouve bloquée, les 2 situations, c'est, lose-lose, quoi. Il y a win-win et lose-lose, quoi. grave. OK, OK, OK. Bon, je pense qu'on on l'a Mmh. bien, décrit, et on va peut-être le compléter par Comme un autre ouais, syndrome. ou comment est-ce qu'on peut le résoudre, du coup, d'après toi, toi qui l'as vécu, tu vois? Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne question. Mon avis très sincère, c'est que à partir du moment où tu as ce syndrome-là du sauveur, tu pourras jamais l'éliminer complètement et c'est uniquement en partant de ce postulat-là que tu peux commencer à accepter l'idée que tu seras pas un sauveteur dans toutes les situations et que c'est bien plus bénéfique que ce soit le cas plutôt que tu ne restes sauveteur à vie. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'ai des traces de ça et ça restera toute ma vie et je pense pas que ce soit quelque chose de négatif.
tant que c'est quelque chose que je contrôle. C'est-à-dire que le syndrome du sauveteur, Mmh. du sauveur, c'est juste, hem, une expression abusive d'un trait de personnalité profond. Tu peux avoir un trait de personnalité profond de quelqu'un qui aime sauver, aider, servir les autres. Pour moi, il y a rien de négatif ou de maléfique ou de, contre-productif là-dedans. Ce qui est contre-productif, c'est d'aller à l'abus de ce trait de personnalité et considérer que en tant qu'être humain, on se doit d'être sauveteur dans toutes les situations, quitte à, hem, non pas se faire passer après, parce qu'en soi, ça, c'est pas non plus négatif. C'est plutôt quitte à, hem, l'être même quand c'est pas nécessaire et quand ça n'est pas nécessairement nous. Parfois, le meilleur sauveur des autres, c'est eux-mêmes et le fait Mmh. d'avoir le syndrome du sauveur peut te pousser à sauver les autres même quand ils devraient se sauver eux-mêmes. Ou même quand ça devrait être quelqu'un d'autre qui devrait les sauver, tu vas quand même vouloir, le faire parce que tu penses que tu es la meilleure personne pour répondre à un problème, à un danger, quoi que ce soit et donc pour moi le meilleur moyen de quitter le syndrome du sauveur, c'est un considérer que c'est une partie de toi que tu as juste surexprimée, donc tu baisses juste cette expression en cherchant à améliorer la capacité à lire une situation et à voir quand est-ce que ta place, elle est celle du sauveteur et quand est-ce que ta place, elle est celle du retrait. Mmh. Je pense que c'est Mmh. vraiment ça, tu vois? Ouais, non, c'est clair, c'est Le apprendre à jauger le truc, exactement. C'est vraiment une mmh. jauge et je pense que le moyen le plus simple pour le savoir, c'est se poser la question suivante: «Est-ce que cette personne est capable de se sauver elle-même?» Je pense que c'est aussi, hem redonner de la valeur à l'autre, parce que le syndrome du sauveur, c'est aussi de dire c'est un vrai syndrome de supériorité aussi, hein. C'est un vrai complexe de supériorité, dans le sens où l'autre ne peut pas se sauver lui-même, du coup, je me dois d'être là pour le sauver et il y a vraiment cette idée de, je suis immensément supérieur, plus fort, plus à même de régler une situation que n'importe qui et donc je me dois d'être sauveur tout le temps et ça colle vraiment avec le complexe suivant dont je voulais parler, c'est le complexe d'Atlas. Qui est je sais pas si c'est un concept que tu connais bien ou pas? Non, je maîtrise pas du tout ce concept-là. Je pense qu'il va même être, nouveau pour pas mal de personnes. Mmh. Heu, moi, je suis passionné de mythologie et pour, expliquer un peu ce concept et ce complexe, Atlas, c'est un des titans qui a participé à la Titanomachie, qui était en fait la guerre entre les titans et les dieux grecs menée par Zeus et donc cette guerre, elle a été perdue par les titans. Je laisserai les personnes qui sont vraiment intéressées par la mythologie à regarder ce que c'était la Titanomachie. Mais globalement, les titans perdent et Atlas, c'est celui qui a été puni par les dieux pour porter la voûte céleste. On le représente en général, en fait, avec une map monde au-dessus de lui et lui comme ça en train de la porter. Et globalement, en fait, il porte sur ses épaules le monde, comme punition. Et en fait, le syndrome d'Atlas, c'est une expression qui, du coup, est inspirée de ce mythe-là et c'est un peu la tendance à vouloir tout porter, tout gérer, tout assumer seul, donc ça colle avec ce syndrome du sauveur. Mais là, et donc ça va jusqu'à l'épuisement, Mmh. évidemment. Et donc en fait, c'est ce qu'on peut retrouver notamment dans le monde entrepreneurial, c'est la difficulté à déléguer. C'est les sentiments que personne d'autre que moi n'est suffisamment compétent pour le faire. Du coup, il faut que je porte cette charge-là. C'est le Mmh. sentiment d'être indispensable. C'est vraiment la charge mentale excessive de, refus de demander de l'aide parce que c'est à moi de tout porter, toute la responsabilité, et cetera. Et c'est vraiment le sentiment, tu vois, c'est en général, c'est la question que les gens se posent, et je pose la question justement à toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous vous êtes déjà senti hem, comme responsable des, comment dire? Attends, je vais reprendre. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme étant responsable des erreurs des autres, même si vous n'avez rien à voir avec, leur erreur, qu'elle vous est complètement indépendante? Si c'est le cas, vous avez probablement le concept d'Atlas. C'est-à-dire que prendre 100 de la responsabilité quoi qu'il arrive,
c'est un complexe d'Atlas et c'est négatif parce que, ça part encore une fois d'une bonne intention. Je pense qu'il y a beaucoup de complexes qui partent d'une bonne intention. Ouais, Celui-là en toujours. particulier, c'est-à-dire que oui, mais pas toujours. Des fois, ça vient d'un espèce de trauma et c'est juste une réaction à un trauma. Là, pour le coup, Mmh. c'est vraiment ça part de la bonne intention de: «Je suis chef d'entreprise» ou «Je suis le responsable de tel pôle, du coup, toute la responsabilité, c'est pour moi, quoi qu'il arrive». C'est-à-dire que j'ai mal fait un truc et cetera. Mmh. D'un côté, c'est positif parce que ça cherche toujours à t'améliorer toi et à regarder ce que Ouais tu et peux tu faire pourrais le mieux, tu vois? reframe en leadership. Exactement. Tu peux le reframe en leadership. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que la charge mentale que tu t'infliges au quotidien, elle est monstrueuse. Parce que les gens font tous des erreurs toute la journée. Et donc, je pense que c'est bien justement, tu vois, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est la part de responsabilité que tu as dedans et la part de responsabilité de l'autre. Et quand Mmh. tu l'identifies de la bonne manière, en général, tu réduis ta charge mentale. Tu dis, OK, juste, j'ai ça à améliorer moi de mon côté. Et de son côté, il a amélioré ça, tu vois. Mmh. Et ça Mmh. permet un dialogue qui est beaucoup plus constructif et pertinent. Et je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est vraiment ce sentiment de, hem, je suis la personne qui est en charge, la personne qui est Mmh. responsable, donc quelle que soit l'erreur, quel que soit le malheur, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, l'obstacle, l'épreuve, elle est de ma responsabilité, pas à 80, pas à 70, non, non, à 100. Mmh. Et je pense que c'est vraiment ça et c'est, ultra négatif parce qu'en fait, tu t'épuises à penser comme ça parce que, hem, la charge du monde entier peut être, de ton fait du coup, tu vois? Mmh. Et je Ouais, je pense vois. que c'est vraiment ça le syndrome de d'Atlas. Je sais pas si tu as déjà eu ce complexe-là d'Atlas, toi de ton côté? Alors, j'ai l'impression que je l'ai jamais eu, mais du coup, ça me vient à me demander, est-ce que je suis pas profondément dedans, au point de pas m'en rendre compte? Ou alors, est-ce que, c'est que j'arrive à dissocier, tu vois, les parts de responsabilité comme on a évoqué tout à l'heure, et que du coup, je vais constamment chercher, des genre, je vais toujours prendre 100 de la responsabilité, mais, dans genre, si la personne, par exemple, elle prend pas sa part de responsabilité non plus, de façon répétée, je vais rapidement essayer de me dire: «OK, c'est pas la bonne personne pour collaborer. Je veux quelqu'un qui puisse aussi prendre sa part de responsabilité», même si de base, a priori, là, je parle vraiment, tu vois? Parce que pour moi, là où ça s'applique le plus, c'est dans les travaux collaboratifs, par exemple, nous, quand on embauche des monteurs vidéo et cetera, c'est, OK, mince, il a pas fait le taf, la vidéo, elle ressemble pas à ce qu'on voulait, pour le client et cetera. Je vais toujours prendre ma part de responsabilité en mode, bah, je l'ai pas assez bien communiqué, ce que je voulais ou alors, bah, je lui fais du feedback. J'essaie d'anticiper au maximum, les fois suivantes pour, éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Donc je prends ma grosse part de responsabilité. Mais ensuite, par contre, je m'assure que pour le feedback que j'ai transmis, les modifications que j'ai faites et cetera, que, avec cette nouvelle information, la personne ne répète pas la même erreur dans le futur et si la personne répète la même erreur, dans ce cas-là, je vais pas prendre la responsabilité sur moi. Hop, je vais un peu la Mmh. la dégager sur l'autre personne Ouais, et je du vois. coup, ça m'évite de tomber dans ce syndrome d'Atlas où genre je capte quand est-ce que, c'est ma part de responsabilité ou pas, quoi. Mais par défaut, je vais quand même toujours commencer par ma propre responsabilité. Qu'est-ce que je peux améliorer? Et une Mmh. fois que j'ai amélioré, qu'on a clarifié, OK, comment est-ce que maintenant toi tu peux prendre ta part de responsabilité dans la compréhension de ce que je t'ai transmis Non, comme mais information? c'est très différent, hein, de le comment dire? Le sens par lequel tu prends, une erreur ou une problématique, c'est-à-dire ma responsabilité puis celle de l'autre, ça, c'est pas une frame qui ressemble au complexe d'Atlas dans le sens Ouais. où c'est Bah, plutôt du coup, je pense que je l'expérimente pas, du coup. ouais, voilà, donc effectivement, c'est plutôt un process qui est positif dans le sens où je cherche d'abord à chercher mes responsabilités, mais pour autant, je considère pas que c'est uniquement de ma faute. Hem, Là où effectivement le complexe d'Atlas, ce sera plus, tout dans tous les cas. C'est-à-dire que Mmh. je réfléchis pas et c'est justement ça, que j'ai envie de dire pour Mmh. conclure sur ce complexe, c'est que le moyen dont tu parles pour en fait se l'éviter et ne pas le vivre, parce que tu le vis pas justement, c'est en fait de prendre ce temps d'analyse de la part de responsabilité de chacun. Et du coup, c'est une vraie prise de recul qui demande un niveau de conscience qui est important parce que, justement, le complexe d'Atlas intervient à partir du moment où tu ne prends aucun temps d'analyse, tu ne cherches pas à savoir, d'où vient la part de responsabilité et à quel point la tienne est présente et tu dis simplement: «C'est 100 pour moi, ne cherchez pas, c'est 100 pour moi et maintenant, bah, juste je m'améliore sur moi et peu importe la part de responsabilité de l'autre». Je trouve que c'est pas intelligent. Après attention, ça ne veut pas dire que tu dois accorder une forme d'importance à la responsabilité des autres.
C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'importance que tu accordes à ta propre responsabilité, hem, À ses elle limites. elle a ses limites et surtout, elle doit justement se limiter à mon amélioration personnelle. C'est-à-dire que Mmh. si tu prends Mmh. toute la charge mentale de toute l'erreur est 100 de ma faute, elle est beaucoup plus importante que si tu dis: «L'erreur, elle est à 80 de ma faute, par contre mon contrôle, il est à 100 sur ce que moi j'ai fait». Et c'est ça la vraie diff, tu vois? C'est la perception de, hem, la, la charge de responsabilité versus le, pourcentage mmh, de capacité à moi m'améliorer. C'est-à-dire que tu as 100 de contrôle sur toi-même et tu as peut-être que 50 de part de responsabilité dans l'erreur ou dans la problématique que vous rencontrez, tu vois? Et donc du coup, tu te retires la charge mentale de responsabilité et tu gardes la, charge mentale qui est nécessaire, qui est l'amélioration de toi-même, tu vois? Et qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus contrôlable et beaucoup plus saine, en fait. Et je pense que Mmh c'est mh. vraiment ça, pour, voilà, résumer le complexe Mmh. Atlas qui touche beaucoup de gens et j'ai été le premier à être dedans, par moment, j'avais des prestataires ou des salariés qui faisaient pas le boulot et je me disais: «Mais je m'occupe pas de leurs responsabilités, je m'occupe que de la mienne». Je pense que dans un premier temps, c'est utile quand même de d'identifier justement à quel point je suis responsable. Mmh. Non, c'est clair, c'est pareil pour, les relations perso, voilà, tout ce qui c'est quelque chose qui grave dans les relations, lorsqu'il y a un Ouais, c'est problème vrai. ou lorsqu'il y a une décorrélation entre, genre, les attentes que tu avais vis-à-vis de cette personne, vs ce qui s'est produit Mmh, et ton mécanisme pour, bah, coper avec ça. mmh, Hem, donc ouais. Tu vois, si je vois bien un point commun avec toutes ces, c'est complexe. C'est que déjà, d'un côté, il y a une volonté de bien faire et de 2, c'est que si c'est un complexe, c'est parce que fondamentalement, hem, il y a une meilleure façon de gérer la situation. Hem, je pense que c'est un petit peu ça sur ça qu'il faudrait qu'on s'axe, mmh. sur comment est-ce que, de manière générale, on peut mieux gérer ces situations. C'est de se dire: «OK, est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace ou effectif, d'arriver à mes fins et le plus productif?» Tu vois? Enfin, le plus, productif dans le sens, est-ce que ça me remet le pouvoir dans ma capacité à agir, à faire quelque chose dans cette situation, Mmh. ou pas? Si, je prends tout le poids du monde, est-ce que ça vraiment c'est main utile, Moi, d'avoir tout le poids du monde, tu vois? j'ai une autre frame pour ça et en fait, la réponse est dans la question et même dans le mot. On vient de parler de complexe. C'est un mot, le mot complexe, qui en fait détermine exactement ce que le cerveau fait pour chacun des cas qu'on vient d'expliquer. C'est qu'il complexifie, hem, une situation où en général, dans la balance, le, l'outil de complexification, c'est soi-même. C'est-à-dire que dans le complexe Atlas, la situation devient plus difficile, plus compliquée pour moi parce que je décide de porter le poids du monde. Dans le complexe, d'infériorité, hem, la situation est plus difficile parce que je me mets en balance entre, les autres et ma capacité à agir. C'est-à-dire que je mets mon estime de moi dans la balance. À chaque fois, je me complexifie un sujet. Et je suis toujours le sujet de complexification, tu vois? Et je pense que Mmh c'est mh. vraiment ça, c'est genre, au lieu de complexifier un truc, de le sophistiquer, et pareil dans le perfectionnisme, tu vois? À chaque fois, j'essaie de Ah non, c'est clair. complexifier un truc, de sophistiquer quelque chose, là où ça n'a pas lieu d'être. Et effectivement, tu te la bonne réponse à ça, c'est chercher le moyen le plus efficace de, répondre à une situation, donnée. Et je pense que le meilleur moyen de le faire, pour justement trouver le moyen le plus efficace, c'est d'abord d'identifier que là, je suis dans un complexe ou là, je ne le suis pas. Le meilleur moyen d'identifier que je suis dans un complexe ou pas, c'est est-ce que je complexifie la situation? Mmh Pour rien. mh. Je Mmh. pense que c'est vraiment Ouais. ça, tu vois? Ouais, c'est ça, hein. Si une situation m'apporte de la souffrance, mais qu'elle m'aide pas à avancer et à agir, Mmh, bah, c'est une situation, c'est, un état psychologique inutile. mmh. Donc comment est-ce que je peux, reframer ça avec les choses dont on vient de parler pour, bah, justement me détacher de cette souffrance-là, prendre plus de prise de recul et agir plus efficacement, avancer plus efficacement Mmh. dans ce que j'entreprends. Complètement. J'ai envie de parler d'autres complexes, qui sont encore plus poussés, qui vont, chercher d'autres éléments. J'ai le complexe, j'ai le syndrome du bon élève, je ce genre de choses. Mais, je préfère qu'on se réserve ça pour un deuxième épisode, où on reparlera de ce genre de sujet. Et
Pour toutes les personnes qui nous écoutent dans ce podcast, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous partager un complexe que vous rencontrez au quotidien, soit en tant qu'expert, soit en tant que, victime de ce complexe, afin qu'on puisse peut-être le décrire, en trouver des sources, en trouver des solutions. Si jamais justement ce sujet vous a plu, heu, ça nous permet d'avoir de l'interaction, ça nous permet aussi de comprendre un peu vos avis. Si jamais ce genre de sujet vous plaise, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, en likant également cette vidéo, en vous abonnant si c'est pas encore fait, en activant évidemment la cloche pour recevoir les prochains podcasts. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'était le mot de la fin dans cet épisode de Deep Talks qui est, une version hebdomadaire avec, Charles, mon associé. Je vous remercie pour, votre attention. Je te remercie Charles pour, tes insights, pour, tes réflexions qui sont toujours aussi pertinentes et on se retrouve très prochainement pour un épisode de Deep Talks. Au top. Non, franchement, je trouvais que c'était, bien mieux à ce niveau-là et voilà, chaud d'avoir les commentaires, voir, s'ils ont bien aimé cette nouvelle approche un petit peu, pour ce podcast et puis oui, on se dit à la prochaine.